Magnifique, bonjour, bienvenue. J'ai prévu de beaucoup vous faire participer, alors j'espère que ça vous va. Vous aurez un long temps de questions, de réactions, parce que c'est des thématiques en général qui invitent à la discussion, et je vais tenter de poser les questions que vous vous posez peut-être, et puis ensuite vous compléterez avec les réactions ou les questions que vous avez sur le moment. Je vous présente brièvement nos deux intervenants, puis on va faire leur connaissance la prochaine heure. Kim Pash. Deux choses sur Kim Pash. Déjà, trappeur qui vit au Canada une grande partie de l'année, dans le Yukon, c'est juste. Et puis archéologue expérimental. Alors ça, normalement, c'est un titre qui devrait vous interroger. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? On posera la question tout à l'heure à Kim Pash. Et donc, Kim, vous êtes l'auteur de L'endroit du monde en quête de nos origines sauvages. Voilà. Et vous, Ernst Surcher, vous êtes une sommité mondiale de l'ingénierie forestière. Vous êtes l'auteur de films, de différents livres et de ce dernier livre qui se nomme À l'écoute de la forêt. C'est un très bon exercice de vulgarisation scientifique parce que vous êtes aussi l'auteur d'articles scientifiques qu'on aurait peut-être moins de plaisir à lire, mais là vous vulgarisez pas mal de choses sur la forêt qui nous passionne, et aussi les dernières recherches, le nouveau rapport qu'on peut avoir en tant qu'être humain avec la forêt. Donc on va explorer tout ça parce que là vous avez tous les deux des choses à ajouter. On commence avec vous, Kim, si vous êtes d'accord. Archéologie expérimentale, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez un peu nous aider à comprendre ce terme? Oui, volontiers. Alors déjà, c'est un peu pompeux parce qu'on aime bien mettre des titres aux choses en Occident, donc il fallait bien que j'habille mes recherches de termes qui paraissent à peu près académiques. Donc je vais jouer ce jeu-là, puis après je retournerai volontiers la table et on s'amusera un peu plus. Alors l'archéologie, donc tout le monde connaît, la recherche de tout ce qui est ancien, de nos origines multiples et variées. L'archéologie expérimentale, elle vient se compléter finalement une archéologie classique qui consiste à fouiller souvent, c'est l'image qu'on en a, des ruines, essayer de comprendre et déterminer comment vivaient certaines populations, certaines cultures. Et l'archéologie expérimentale va permettre, quand on n'a pas forcément de texte, quand on n'a que des artefacts très parcellaires, des petits restes, donc pour la préhistoire c'est quelque chose d'important, et qu'on cherche à interpréter ces restes, l'archéologie expérimentale nous permet dans un premier temps de reconstituer ou de tenter de reconstituer les objets du passé. Donc ça veut dire que c'est de l'artisanat pur qui consiste à voir si on peut recréer les étapes jusqu'à obtenir l'objet. Et ensuite, le travail de son économie, c'est-à-dire ça servait à quoi? Qu'est-ce qu'on faisait avec? Juste pour vous donner un exemple concret, si on fouille un site préhistorique, qu'on retrouve des éclats de silex, que les archéologues interprètent comme potentiellement des pointes de flèches, sachant qu'il ne restera pas le fût en bois, tout ça a disparu parce que ça fait trop de milliers d'années que c'est resté à cet endroit-là et ça s'est détérioré. Alors, l'hypothèse de la pointe de flèche, l'archéologue expérimental va d'abord chercher à la reconstituer. Donc ça va permettre de comprendre comment elle a été façonnée. Et ensuite, de la mettre sur un fût en bois, créer l'arc qui va tirer cette flèche, et la tirer et voir si ça vole. Ou est-ce que cette pointe, c'est pas du tout quelque chose de fonctionnel au bout d'une flèche. Ça permettra de confirmer ou d'invalider une théorie. Voilà, ça c'est pour la partie très académique. Moi maintenant, très brièvement, ce qui me semble plus important pour moi, ou en tout cas plus marrant, c'est de se poser la question de comment des objets façonnés dans une certaine réflexion ou dans une certaine relation avec la nature nous replongent dans quelque chose qui serait nos racines sauvages. En quoi ça peut réveiller des choses? Si on se met à tailler du silex, il se passe quoi? En quoi est-ce qu'on retrouverait peut-être des mémoires perdues, un lien avec des ancêtres qui vivaient comme ça? Et voilà ce qui me passionne plus clairement, quoi. Il y a quelque chose qui m'intrigue chez vous deux, j'aimerais qu'on commence par ça, c'est le mélange de rapports scientifiques avec la nature. Vous avez tous les deux des activités scientifiques dans la nature, mais il n'y a pas que ça. S'ils ont nommé cette table ronde s'émerveiller de la nature, c'est que vous avez aussi un rapport parfois ésotérique, parfois mystique, parfois charnel, parfois sensoriel avec la nature. Comment vous faites pour mêler les deux? Parce que moi, si je suis un scientifique qui me balade en nature, j'imagine que je peux avoir un rapport très froid avec les choses, très qualificatif. D'ailleurs, il y a aussi Ernst dans votre livre, et je trouve que cette dualité, elle est très bien vue là-dedans. Il y a tout l'aspect illustratif, la belle histoire, etc. Puis à la fin, il y a le rappel vraiment du livre d'histoire. On nous montre les feuilles, enfin des livres d'école de sciences, où on nous montre la feuille, la fleur, on nous donne le nom latin et on nous dit comment la reconnaître. Il y a un peu à la fois ce rapport mystique, abstrait, et ce rapport scientifique. Comment vous faites pour concilier les deux lors d'une balade en forêt? Parce qu'a priori, ça se concilie pas très bien.
Ernst. Oui, il y a vraiment quelque chose de très subtil qui se passe à ce niveau-là. Une balade en forêt, c'est intéressant d'oublier tout ce qu'on sait. On est trop chargé de ballast mental, de ballast intellectuel. Et il y a une expérience primordiale qui est importante, qui a été très réelle pour moi, c'est d'avoir la chance de n'avoir personne qui m'explique les choses. Jamais personne ne m'a dit tel arbre c'était l'espèce, telle plante c'était l'espèce. Et même au niveau des oiseaux, pour moi, je m'approchais d'une forêt, j'entendais sortir de la forêt un drôle de cri. J'imaginais que c'était une grosse bête, à peu près 1 mètre de diamètre, dans la couronne des hêtres, que je ne voyais jamais. Et ça faisait un drôle de bruit. J'imaginais ce bruit, c'était un être comme ça, un peu poilu, un peu touffu, velu, gris, jusqu'à ce que je comprenne que c'est un pigeon ramier. Le pigeon ramier fait un cri, un chant complètement disproportionné par rapport à sa taille. Et à l'inverse, ça je l'ai découvert beaucoup plus tard, mais c'est encore cette magie de la forêt qui nous trompe, qui nous attrape au détour. C'est lorsque vous entendez, je ne l'ai jamais entendu en réel, mais en enregistré, le chant du coq de bruyère. C'est le plus gros oiseau des forêts européennes, menacé, mais il en existe encore. Je viens d'entendre juste avant qu'il y en a près de Sainte-Croix même. Le coq de bruyère, il n'y a rien en plus grande disproportion que le chant du coq de bruyère et l'apparition de ce coq de bruyère. Alors là, la nature est vraiment un peu bizarre. C'est pas simplement tout se ressemble, tout est un peu uniforme. C'est se faire surprendre. Et à tous les niveaux. Et lorsqu'on entend parler de champignons, par exemple, ou de plantes avec des substances particulières, moi, ce qui m'intéresse là aussi, c'est me laisser étonner et peut-être même expérimenter. Des fois, ça peut être un peu dangereux, mais voilà, c'est cette nature, elle est foisonnante et la science vient mettre de l'ordre là-dedans. Mais cet ordre enlève un tout petit peu de cet émerveillement. Je ne sais pas si j'étais plus heureux de savoir que c'est le pigeon ramier qui fait ce bruit-là, ou bien est-ce que c'était mieux d'imaginer que c'était une bête énorme, bizarre. Et je pense que lorsqu'on se promène dans le Yukon, on a souvent des impressions comme ça, c'est que il faut apprendre à décoder la nature et tous les signaux de la nature, c'est acoustique, c'est visuel et c'est pas toujours facile de mettre les choses ensemble. Donc la science fait ça, mais après c'est beaucoup plus difficile aussi, une fois qu'on a passé ce parcours scientifique de comprendre qui appartient à qui fait quoi, de mettre des noms là-dessus, de retrouver l'émerveillement. Ça, c'est important. Et ça, j'espère l'avoir gardé un peu pour jongler sur les deux registres. Qui me passe sur cette dualité entre intuition de la nature et savoir froid, science froide? Je rejoins ce qu'a dit Ernst. J'ajouterais peut-être que la science est peut-être, de façon très indirecte et inconsciente pour notre civilisation, une réponse à une déconnexion. C'est-à-dire que comme il est probable qu'on se soit déconnecté de certaines choses évidentes, d'un langage naturel, notre recherche, quelque part, pour comprendre, nous amène à quelque chose de très construit, peut-être très froid, justement, par souci de compréhension. Mais on peut se fier, par exemple, à nos relations humaines qui, elles, n'ont jamais cessé, même dans la civilisation. Personne n'a jamais pris de cours, arrêtez-moi si je me trompe, de reconnaissance faciale. Pourtant, on reconnaît des milliers de personnes. Mais on n'a pas besoin de se poser la question rationnelle de quelle est la distance entre les deux yeux, le nez. Ça se fait spontanément. Alors, il faut imaginer que les peuples qui n'ont jamais eu de scission dans leur rapport avec la forêt, ils sont dans un même état, en fait. Ils reconnaissent ce monde-là exactement comme on reconnaît les visages. Nous, c'est parce qu'on a perdu ces connaissances qu'on a besoin, dans un premier temps, peut-être, de redonner de l'ordre. Mais il existe un après, j'ose croire, plus poétique, où on peut réinvestir, désapprendre la science, peut-être un peu, réinvestir l'émerveillement, qui est dans la vulnérabilité, qui est dans l'humilité. Voilà, j'espère croire qu'on peut arriver à ça aussi.
Tous les deux, vous avez un point commun, c'est que vous avez, enfin Ernst, vous l'imaginez, mais je pense que ça arrive aussi dans la vérité, prendre des gens qui n'ont pas l'habitude d'être dans la nature, qui n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de vie-là, et les amener, et puis essayer de les accompagner dans ce chemin, déjà en général, les aider à lutter contre la peur, parce que c'est d'ailleurs ce que vous décrivez dans votre livre. Ernst, Kim, j'imagine que vous êtes aussi confronté à ça. On commence par avoir peur de la nature la première fois. Moi, je me souviens, anecdote personnelle rapide, d'avoir visité une ferme pédagogique proche de Lausanne, et on me disait, il y a des enfants qui sont jamais allés marcher sur de la terre, et donc ils tombent, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à marcher sur de la terre, parce que c'est la première fois qu'ils marchent sur la terre, donc c'est dangereux pour eux de marcher sur la terre, parce qu'ils se font mal, ils tombent. Donc comment vous faites-vous pour accompagner avec bienveillance, alors que vous êtes plutôt des maîtres, des ceintures noires de la nature, comment vous faites pour accompagner avec bienveillance des gens qui ont peur de se retrouver dans la forêt? Kim? C'est une bonne question, vous me prenez presque au dépourvu là. Mais je pense que c'est déjà tissé quelque chose de l'ordre de... Enfin, pour le coup, l'archéologie là vient peut-être en aide. Déjà de passer par l'esprit, par le conte, par l'histoire, par tout ce qu'on peut échanger déjà du récit, en fait, qui peut nous rapprocher d'un acte de réciprocité, ou qui peut réconcilier ou entamer un dialogue avec ce qui nous fait peur. Parce que la peur, c'est surtout une projection. Alors, il y a eu un magnifique débat vendredi avec M. Bourg et Servigne là-dessus. Ils ont beaucoup parlé de la peur. Il y a plusieurs peurs, ça demanderait peut-être de le décortiquer. Il y a des peurs très concrètes, et je pense que nous, on est par ailleurs très bien équipés en tant que grands singes depuis des millions d'années, où nous sommes des proies tout autant que des prédateurs. On a des peurs très concrètes de choses tangibles qui, elles, sont saines et nous rapprochent plutôt d'une justesse d'action. Puis il y a des peurs qui sont des projections, qui sont dues à une ignorance ou à, malheureusement, un éloignement d'une nature qui, normalement, devrait être présente, en tout cas historiquement et préhistoriquement, dans notre quotidien depuis toujours. Mais en fait, ces peurs transmettent dans tous les cas une forme d'ignorance ou le manque de pratique. Et le récit peut, dans un premier temps, peut-être ouvrir une porte vers un dialogue. Enfin, moi, j'aime bien penser qu'une promenade, c'est un dialogue, potentiellement, avec ce qui nous entoure. Et d'entrevoir ça comme ça, c'est déjà potentiellement se mettre dans une posture d'acuité avant d'avoir peur, de curiosité avant de fuir. Voilà, je dirais que ce sont des ouvertures qui nous prédisposent peut-être à être plus attentifs et donc d'éviter, en fait, les conséquences néfastes dont on a peur, qui, elles, sont souvent dues à de la précipitation. Enfin, si on observe qu'est-ce qui peut nous arriver sur un chemin de forêt, que ça soit au Yukon ou dans les forêts chez nous, les vrais accidents, les vrais dangers sont surtout dus à une mauvaise posture, à des prises de décision qui ne sont pas les bonnes. Donc, quelque part, in fine, à une erreur de diagnostic ou une erreur de compréhension. Et ça, on peut vraiment diminuer ça, en fait, en étant attentif. Ernst, comment vous accompagnez-vous? C'est l'histoire que vous racontez, hein, des 3 jeunes enfants. Il y en a en tout cas 2 qui ont plus peur. La dénommée Sylvie, évidemment, elle a moins peur de la forêt. Mais vous racontez cette expérience que vous avez dû vivre souvent, d'accompagner des gens en forêt, et ils commencent par avoir peur. Alors là, c'est intéressant. Bien sûr, tout ce qu'on vient d'entendre, c'est ces projections, c'est imaginer ce qui n'est pas réel en fait, mais on se fait peur à soi-même. Et là, j'aime bien, un des outils, c'est de quitter un peu cette exagération dans laquelle on est en train de vivre sans arrêt, cette posture de vouloir être fort, de vouloir dominer. Et une chose que j'aime bien faire avec les enfants, ça leur parle vraiment beaucoup. Ils entrent tout de suite vraiment dans une autre forme de connexion et de mise en harmonie ou en phase. C'est lorsqu'on fait un feu. Dans cette histoire, il y a aussi un feu, mais je ne parle pas de ce que je vais dire maintenant. Lorsqu'on fait un feu avec les enfants, ce que j'essaie de faire, c'est le plus petit feu possible. C'est un feu qui est petit comme ça. Et je les laisse allumer par les enfants et ils vont récolter des brindilles. Et on met des petites brindilles comme ça sur ce feu pour le garder tout petit. Alors que l'homme actuel, la civilisation actuelle, occidentale, le patriarcat dans toute sa puissance destructrice, en fait, il y a un problème avec ça. Veut faire un feu très grand, un feu immense, le plus gros feu possible. Et on voit où ça mène.
et d'apprendre à faire les choses les plus petites possibles. C'est là aussi un autre rapport à la nature, c'est laisser le moins de traces possible dans la nature, alors qu'on veut faire des autoroutes, on veut, etc. On sait trop tout ce qu'on veut faire. Et apprendre à faire des choses légères, des choses jolies, simplement. Et je pense que là, on arrive à donner envie d'entrer de nouveau dans la nature. Alors avec les peurs, bien sûr. Je pense que là, c'est une manière d'entrer dans la nature et de prendre conscience que s'il y a une peur à avoir, c'est qu'on devient proie plutôt que d'être prédateur. À quel moment est-ce que nous, ici, on risque d'être proie? Pratiquement jamais. On est toujours prédateur, c'est clair, mais... Donc déjà, d'expliquer qu'en fait, des vrais dangers, il y en a pas. L'été passé, avec mes petits-enfants, avec lesquels on fait ces minuscules petits feux, on est tombé sur des traces de loups. Pas seulement d'un loup, mais d'une meute de loups, dans les Préalpes. Je ne vais pas vous dire où c'était, sinon c'est le branle-bas. Et là, c'était impressionnant. Mon petit-fils Johan a mis sa main à côté de la trace de ce loup, du loup majeur, parce qu'il y avait plusieurs dimensions de traces. C'était une trace grosse comme ça. 1,5 fois la dimension d'un couteau suisse. Je me demandais est-ce que c'était un ours au début. Tellement elles étaient profondes et grosses. On n'imagine pas à quel point les loups sont gros. Eh bien, à ce moment-là, lorsqu'on était au bord de cette rivière, d'un torrent de montagne, avec ces traces de loup, il y avait toute une meute qui avait passé là, toute fraîche. On était éventuellement vus par ces loups. Par une seconde, on a eu peur. Je ne m'explique même pas moi-même. Logiquement, j'aurais dû avoir peur, moi. Les enfants, peut-être pas, parce qu'ils ne savaient pas ce que ça signifiait, mais personne de nous n'a eu peur. Alors là, c'est aussi une expérience qui m'a beaucoup donné à réfléchir. C'est que les choses ont changé. C'est plus le gros méchant loup. Maintenant, c'est le loup qui doit avoir peur de l'homme. Malheureusement, toujours plus concrètement. Voilà, les petites choses. Vous abordez les deux l'aspect sensible de la nature. Alors c'est évidemment extrêmement présent dans votre livre avec les Amérindiens, les récits amérindiens, etc. à Kimpash. C'est aussi présent chez vous, Ernst, par exemple, avec cette anecdote. Cette expérience scientifique, mais que vous relatez un peu comme une anecdote. C'est en Floride, c'est juste où on fait écouter de la musique classique à des orangers. Ouais, exact. Et donc, on se rend compte en fait qu'en leur diffusant de la musique classique, ça va modifier la manière dont les agrumes vont pousser. Et ça, c'est presque une redécouverte. Alors peut-être que ça vous semble banal, l'aspect sensible de la nature, mais c'est presque une redécouverte de précisément la sensibilité de la nature. Absolument. Ça, c'est quelque chose d'absolument bouleversant scientifiquement, parce qu'on se rend compte que la nature communique, ça devient très clair, au niveau racinaire, les arbres entre eux, au niveau aérien, échange gazeux. Mais maintenant, on se rend compte que ça communique au niveau vibratoire. Et tout ce qu'on peut observer en nature, maintenant, c'est le produit, le résultat d'une coévolution. On n'a pas un monde végétal qui évolue et un monde animal qui évolue en parallèle. Ça a toujours évolué par donner et recevoir dans les deux sens. Et jusqu'à présent, on a toujours pensé que les oiseaux chantaient parce que c'est pour défendre leur territoire, toujours cette idée de domination et de territorialité. Et on a oublié de comprendre que, en fait, les oiseaux reçoivent leur nourriture des plantes, mais les plantes sont intéressées à avoir des oiseaux parce que ce qu'amènent les oiseaux, c'est très, très intéressant. C'est des déjections, c'est du phosphore, c'est toutes sortes d'éléments. Et autrefois, les forêts étaient très puissantes dans leur végétation. Il faut lire 20 000 ans, Histoire de la nature, de Stéphane Durand, un livre fabuleux. Et dans ce livre, on voit comment les forêts anciennes, encore primaires, qui ont toutes disparu d'Europe, fonctionnaient. C'était une puissance de la faune inimaginable. Pensez au nombre de migrateurs, le nombre de millions d'oiseaux migrateurs qui traversaient les continents et qui étaient accueillis par les forêts, les lisières forestières. Les forêts sont en communication avec les autres continents et au travers des rivières avec les océans du monde. Les anguilles, les saumons, les truites, tout ça, ça remontait les rivières, ça venait mourir
au haut des rivières, et ça vous alimentait la forêt dans tous les éléments qui venaient des sargasses, en fait, les anguilles ou les saumons. Et ça, c'est ce qu'on comprend maintenant, c'est cette coévolution, se donner et se prendre. Et les oiseaux, s'ils chantent, c'est pas seulement pour défendre du territoire, c'est pour avoir une interaction vibratoire avec les plantes pour qu'elles poussent mieux. Et aujourd'hui, on a découvert que lorsqu'une abeille s'approche d'une fleur, la vibration de l'abeille provoque plus de formation de nectar. Tout le monde en profite. Donc maintenant, on a vraiment des choses intéressantes à faire. Il faut réalimenter, réoccuper nos territoires de systèmes fertiles. C'est des haies qui chantent. Ce qui est fou, Kim, c'est que ça, c'est le fruit de recherches scientifiques récentes, notamment la communication des arbres par les racines, par les vibrations, etc. Donc on a l'impression que c'est un savoir que l'humain vient d'acquérir, que c'est les dernières découvertes. Et par exemple, vous, quand vous êtes en contact avec des peuples amérindiens, ils auront ces histoires-là, en fait, ce savoir, y compris scientifique, ils l'ont déjà, mais on avait de la peine à l'estimer avant que nous, on arrive à le prouver et le démontrer avec notre système de science. Et on dit, ah mais en fait, ils le disaient déjà, sauf qu'ils l'ont raconté, par exemple, sous forme de contes qu'on prenait pour des belles histoires, des fables, leur religion. Et en fait, non, c'était du savoir scientifique qui était sous nos yeux, devant nos yeux, et qu'on n'a pas suffisamment considéré. Peut-être, mais encore une fois, moi, je mets la science après le savoir premier, qui, à mon avis, est plus juste. C'est quoi le savoir premier ? C'est d'être en interaction directe avec notre entourage. C'est-à-dire que nous, on est obligé de mettre des mots, d'habiller tout ça pour plein de raisons déjà mentionnées en partie. Mais en fait, des humains, des peuples traditionnels, il faut imaginer qu'il y a une continuité. Alors, on peut remonter à l'infini, mais c'est 20 millions d'années avec les forêts de relations, au moins, avec des forêts primaires. 20 millions d'années. Nous sommes la forêt. C'est même plus. Nous sommes le végétal. Les interactions entre les animaux et le végétal, c'est plus que des interactions. C'est une copulation permanente. La nature fait l'amour partout, tout le temps. Mais vraiment, les fleurs et les abeilles sont en train de copuler sous nos yeux. Mais c'est magnifique. Mais c'est vraiment ça. Ce sont des actes d'amour. La vibration, c'est un chant. C'est une poésie d'amour. En fait, vraiment. Et puis même dans les endroits où ça peut paraître terrible, quelque part, le lion qui tue une gazelle, il y a aussi de ça. Parce que quelque part, c'est la foison de la vie qui jouit de perdurer, de se transformer, d'être dans la diversité. Et ça, c'est permanent. Et je pense que quand on est connecté, soit individuellement, mais alors surtout quand nous sommes une culture qui entretenons, finalement, notamment par les mythes, par tout ça et par l'expérience directe, alors il y a un rapport, moi je dirais, plus que sensible, sensuel avec le vivant. Vraiment, c'est du quotidien vécu, qui n'a pas besoin de passer tant que ça par le rationnel. Encore une fois, nous, peut-être pour le réinvestir, il faut qu'on passe par là. Mais c'est pas forcément une fin en soi. Enfin, je le souhaite pas. Vous expliquez dans le livre, c'est un passage assez terrifiant, à quel point on n'arrive pas à le reconquérir, à se reconnecter à ça. Je crois que vous expliquez un centre qui est censé présenter la culture amérindienne, et la personne avec qui vous parlez n'a absolument rien à voir avec la culture amérindienne. Et on se dit, oui, en fait, même les lieux qui sont censés faire l'interface entre cette culture amérindienne, entre ce savoir et le reste du monde, ne permettent même pas de faire, d'avoir justement cette transmission entre cette culture amérindienne et notre monde. En fait, c'est vraiment deux mondes quasiment imperméables. Oui, ouais, sans doute. Il y a plusieurs façons peut-être d'aborder ça, mais nous, le côté adulte, sérieux, je pense, nous poser. Enfin, c'est ce que m'évoque l'anecdote dont vous parlez là. C'est que je crois qu'on est trop sérieux déjà, nous, en fait, pour de vrai. Les adultes, là, il faut que tout soit sérieux, c'est attention, le climat, le machin. Il faut aussi rire, puis se décontracter, parce que ça nous ramènera sans doute sur une voie plus juste, déjà, spontanée. Alors, je te... Ernst, attrape. Oui, encore juste pour revenir en archéologie et en culture ancienne, parce que nous aussi, on a notre culture ancienne, on a quelques générations simplement de mécanisation, mais c'est la culture celtique dont on sort, même nos noms de lieux. Yverdon, c'est celte, c'est la colline fortifiée de l'If. Yvonand, c'est la vallée de l'If. Tout ça, c'est des lieux celtes. Alors, pour revenir à ça, cette jubilation de l'homme proche de la nature, simplement le fait que dans toutes ces anciennes cultures, on chantait au moment de
semait les plantes, on chantait au moment de travailler sur les cultures, on chantait au moment de récolter. Et là, c'est encore une fois du vibratoire. Et ces chants, ce n'était pas n'importe quel chant. Il y avait le chant du maïs. Il y avait le chant il y a des chants pour chaque plante, en fait, dans les cultures amérindiennes qui ont développé le maïs. On ne sait pas tellement comment ça s'est fait. Et si on regarde en arrière, je me souviens de mon village, ça chantait dans le village. D'un endroit du village à l'autre, on se chantait d'une ferme à l'autre. Et on chantait pendant les cultures. Ça se faisait chez nous aussi. Et ça, c'est cette autre manière d'être à la nature, c'est le donner, pas seulement le prendre. Qu'est-ce qu'on donne à la nature? C'est ce que l'être humain a de plus précieux, c'est le verbe. Et le chant, c'est encore autre chose. C'est encore un autre niveau. Donc, lorsqu'on a appris à rechanter, pas seulement arroser, mais arroser acoustiquement les plantes, ça fonctionne. Puis, merci. Encore une fois, merci pour la poésie. Moi, j'ajouterais à ça, observons nos enfants. Alors, pas quand ils sont devant des écrans. Ça, c'est déjà le fruit d'une perversion de notre civilisation, sans doute. Mais des enfants qui jouent dehors, dans la nature. Enfin, puis même pas que dans la nature, hein, en ville, ça marche. Quelque part, le côté ingénu des enfants est souvent plus proche d'une réalité, d'une justesse d'acte, d'observation, souvent. Et c'est pour ça qu'avant, quand je disais on est trop sérieux, c'est parce que je pense que voilà quelque chose que nos enfants peuvent nous rappeler. C'est que lorsqu'on n'est pas trop là, puis qu'on se laisse finalement, qu'on s'abandonne à quelque chose, une joie de jeu, d'observation, alors je crois vraiment que très spontanément, on se rapproche d'une justesse de posture, souvent. Que la psyché seule a beaucoup de peine à ajuster, à évaluer. Vous nous trouvez trop sérieux, là? On pourrait faire un peu mieux, mais ça va aller, c'est vrai. Mais je compte sur le public, puisqu'il va bientôt intervenir. On va voir. De casser le sérieux. J'ai encore une question avant de faire intervenir. Moi, je peux faire un feu au milieu de la salle, si vous voulez, ça va tout de suite. Un petit feu, alors. Voilà. Ernst va nous montrer un petit feu, alors. J'ai une question sur la théorie de l'évolution. Parce qu'on a quand même eu toute une histoire autour du darwinisme, de la compétition dans la nature, etc. D'ailleurs, je sais que Kim, souvent quand on vous présente dans les médias, on est presque au portrait du survivaliste, de cet homme doit survivre, doit combattre la nature, se bat à main nue avec des ours pour pouvoir survivre. C'est presque comme ça qu'on vous présente. Alors que je joue aux cartes avec eux. Oui. Non, mais c'est vrai et ça, c'est vraiment l'héritage de la nature se bat entre elles, et si l'homme va dans la nature, c'est pour se battre contre la nature, pour survivre, etc. Et en fait, là encore, déjà, par exemple, le savoir premier dont vous parlez, ou le savoir historique ou ancestral, va pas du tout dans ce sens-là, va plutôt dans l'idée de la collaboration. Et les études scientifiques récentes aussi réinstaurent le côté collaboratif. On défonce de plus en plus Darwin. On a de plus en plus l'idée qu'en fait, les espèces se font pas concurrence, mais s'entraident de diverses manières. Est-ce que c'est pas maintenant le procès de la théorie de l'évolution qu'il faut faire, puis dynamiter ce truc qui nous a quand même mis dans un état d'esprit qui nous a amené à maîtriser la nature, à s'inspirer de la nature dans la compétition, etc., etc. Kim et Ernst, comme vous voulez. Alors, je commence très modestement, mais je serais vraiment content de l'expertise d'Ernst là-dessus, qui sans doute est plus habilité à parler de cette précision, mais avec plus de sérieux. Oh non, mais ça va, Ernst, ça va. Ouais. Non, mais alors moi déjà, je viendrai en aide au pauvre Darwin, qui à mon avis a surtout été mal compris, avant tout, je crois. Quelqu'un qui finit son œuvre et sa vie en faisant un livre sur les vers de terre mérite qu'on s'attarde plus longuement sur ce qu'il essayait de nous dire, à mon humble avis. Voilà. Quant à l'évolution, encore une fois, peut-être problème d'interprétation. Dans notre paradigme moderne, on fait trop rimer évolution avec progrès. Donc à partir de ce prisme-là, évidemment, on s'attend à voir, c'est la pyramide de Diels, je ne vais pas faire trop long là-dessus, mais... ça, c'est sérieux, ça. Oui, ça fait sérieux un peu. Mais la pyramide de Diels, vite fait, elle a 9 étages, mais sur les 3 premiers étages, elle montre comment, dans nos comportements, en déterminant l'environnement dans lequel on croit être, on va mobiliser certains outils et déployer des stratégies. Mais si on n'a pas cerné le bon environnement, alors tout est faux. J'entends par là que si on rentre au McDonald's, dans une bibliothèque en pensant que c'est le McDo, et qu'on déploie les outils du McDo, c'est-à-dire faire une commande en criant fort, ça risque de mal se passer. L'environnement va réagir
Et puis à partir de là, on est tout dans le faux. Donc on va se dire comme ça, vous connaissez? Oui, mais on va pas la Elle dire est pas là. bien, d'accord. Non, mais c'est pas qu'elle est pas bien, c'est qu'elle risque de nous mettre en porte-à-faux, sans doute. D'accord. Si c'est celle à laquelle je pense. Non, elle est pas obscène, ma blague. Non, mais la mienne non plus. Ah d'accord. Mais c'est un type qui rentre dans une bibliothèque et puis Si tu le fais avec un type, alors ça va. Bien joué. Ah, c'est bon. C'est quoi? C'est une blonde l'histoire, c'est ça? Ouais, je sais pas. Bon, c'est quelqu'un qui rentre dans une bibliothèque, quelqu'un de non genré qui rentre dans une bibliothèque. Merci. Et qui dit excusez-moi, j'aimerais un Big Mac avec des frites et du coca. Voilà. Et puis la personne de la bibliothèque dit non mais là on est dans une bibliothèque. Et puis la personne répond oh pardon, j'aimerais un Big Mac avec des frites et du coca. Exact. Merci. Elle est bonne. Mais oui, elle est bonne. Et puis Oui, on pourrait faire pardon. un marathon de blagues. Moi, je suis très preneur après. Mais merci. Mais donc, c'est exactement ça. Enfin, je voulais dire par là que, en fait, si on observe la nature à travers la fenêtre d'une évolution qu'on ferait résonner avec progrès, on va croire observer des choses de l'ordre du progrès, alors qu'il est probable que ça soit absolument faux. Et que la nature nous raconte une danse constante pour l'harmonie, en fait. Et puis on pourrait reprendre l'analogie de la vibration du chant. La nature dans ses expressions est un chant polyphonique qui cherche constamment des harmonies en fait dans la multitude. Et je pense que l'évolution c'est avant tout ça. Il n'y a pas un plus, un moins. Alors après, si on va dans la science, la thermodynamique, on peut observer, oui, que la complexité de l'univers, c'est la seconde loi de l'entropie. Enfin bref, on peut aller là-dedans. Et puis c'est vrai aussi, c'est une façon de voir. Mais avant tout, je pense s'il fallait couper la tête à quelque chose, c'est à l'idée du progrès dans la nature. Parce que le progrès a ceci d'insidieux qu'il nous prédispose à penser que le monde est imparfait et que, en fait, il y a un moins bien qui se situe avant et un mieux qui se situe plus tard. Et nous met dans une espèce de trajectoire de correction de quelque chose qui est bien trop grand pour notre compréhension, qu'est le monde, et qui, finalement, nous donne le droit de contrôle. Et puis pour moi, s'il y a une crise aujourd'hui, elle n'est pas écologique, elle est idéologique, c'est une crise du contrôle. On veut tout contrôler, on finit par y arriver à un certain degré, ça a des répercussions, donc il faut contrôler ces répercussions. Mais en fait, en contrôlant, on régénère des problèmes de seconde, et troisième et quatrième génération. Et en fait, comme on n'est pas sorti du paradigme du contrôle, on ne fait que répondre avec les mêmes outils qui ont créé les problèmes. Et puis en fait, en gros, c'est comme cette phrase qui dit que quand on est un clou, quand on a un marteau, excusez-moi, on a tendance à voir le monde comme des clous. Et nous, en fait, nous sommes une civilisation du contrôle qui a tendance à voir le monde comme des problèmes à résoudre. Et à partir de là, à mon avis, voilà, tout tend à corroborer cette idée. Alors heureusement qu'aujourd'hui, il y a plein de nuances, il y a plein de... J'en suis content. Et puis plus on se ramasse des coups, plus il y a des chances que des gens abandonnent quelque part cette idée de toujours ramer plus fort dans le même vaisseau. Il faut quitter ce vaisseau idéologique, je crois, pour tenter d'observer autre chose. Ernst, sur la théorie de l'évolution et l'aspect un peu ringard de cette vision de compétition de nature. Voilà, il y a une jolie histoire là-dessus aussi. Ce darwinisme, il est en fait réduit à un aspect, une période de Darwin, mais plus tard, il est revenu sur cette interprétation-là. Ce qui a donné le darwinisme social, c'est le problème dont on parle maintenant. C'est en fait la nature qui fonctionnerait comme par essai et erreur, et ce qui est le plus adapté est celui qui prend le dessus. C'est ça la théorie de la sélection naturelle. Et là, il y a une très jolie histoire qui fait appel aux Amérindiens du Brésil. C'est un ami brésilien qui m'a raconté cette évocation. En fait, c'est une blague. Basée sur une substance que Humboldt a déjà décrite, mentionnée lorsqu'il a voyagé là-bas. C'est le curare. C'est une substance extrêmement compliquée à faire, à mettre au point. C'est une substance qui permet d'enduire la flèche, de tirer les oiseaux, et sans tuer l'animal, mais sans que l'animal ne reste agrippé dans l'arbre, même des mammifères, etc. Donc ces animaux tombent, parce que si on les tire avec des flèches non empoisonnées au curare, ces animaux restent pris dans l'arbre et puis on ne peut pas aller les chercher.
Et cette substance, c'est très compliqué à élaborer. C'est un mélange de différentes plantes. Et selon un endroit ou l'autre, c'est des plantes différentes qui permettent de faire du curare. C'est le génie. C'est pas simplement une recette valable pour toute l'Amérique du Sud, toute l'Amazonie. Selon les régions d'Amazonie, on a différentes plantes pour faire du curare que la médecine a adopté par la suite. Et là maintenant, l'image, c'est, vous avez une maloca. Une maloca, ça serait l'interprétation. C'est la maison longue du village amazonien. Tout le monde habite dans cette grande maison, avec la grande place libre. Et là, vous avez le chaman ou l'homme médecine qui fait ses mélanges avec ces différentes plantes. Et puis, il faut cuire plus ou moins longtemps, refroidir, recuire, etc. Il fait son mélange. Et devant lui, il y a une grande colonne, une file indienne, c'est le cas de dire, de gens qui sont les uns derrière les autres. Et il fait goûter l'un après l'autre sa substance. Et à côté, il y a un immense tas de cadavres. Voilà, c'est la manière dont la science actuelle imagine que le savoir s'élabore par darwinisme, en fait. Et j'ai, dans un livre de botanique référence américain, c'est Raven et Eichhorn, par exemple, à la fin, dans les systèmes écologiques de la Terre et les plantes médicinales, il y a une image d'un ethnologue, d'un botaniste américain, habillé en blanc, d'un bout à l'autre, à genoux en train de mettre une feuille dans son herbier, dans une forêt tropicale de Suriname. Et devant lui, il y a le chaman de la région, de la tribu, qui lui dit ce que c'est comme plante, ce qu'elle a comme propriété, etc. Et lui prend note et prend cette plante et la met dans son cartable. Et la légende, c'est le chaman est en train de transmettre des savoirs acquis par des milliers d'années d'essais et erreurs. Et là, je vais dire un gros mot, les imbéciles ne sont même pas donnés 30 secondes pour lui poser la question, mais comment savez-vous ça? C'est ça l'arrogance. Ils ne lui ont même pas demandé comment est-ce qu'il sait ce qu'il sait. Ils ont pillé le savoir, mais sans même s'intéresser à la source du savoir. Et c'est là qu'on a du travail. C'est vrai. Puis d'ailleurs, en fait, la réponse, quand on leur pose la question, souvent, elle est de l'ordre de... Parce qu'il y a plein de réponses différentes, mais souvent, elles ont comme point commun qu'elles parlent d'un dialogue, en fait. Vraiment. Voire même d'une expérience, ça beaucoup dans les peuples amérindiens que moi, je côtoie au nord, ou dans toutes ce que nous, on appelle les mythes, qui sont leurs histoires. Ils parlent d'échanges, par exemple les Gwich'in qui vivent tout au nord du Yukon racontent une histoire où en fait ils ont échangé, je vous la fais pas parce qu'elle est un peu longue, mais en gros il y a un moment donné où les Gwich'in et les caribous ont un conciliabule et ils proposent d'intervertir les rôles, donc les humains deviennent des caribous, les caribous deviennent des humains pour mieux comprendre, parce qu'il y en a qui en ont marre de se faire chasser et l'autre qui en ont marre de courir après les proies, et en fait de revenir finalement à leur rôle respectif parce que ça leur va, mais c'est assez intéressant. Et dans cette image-là, d'ailleurs, les caribous ont gardé un petit muscle qui lui est humain, que les Gwich'in ne mangent jamais. Mais oui, mais c'est extrêmement poétique, c'est fou. Moi, je trouve génial, quoi. C'est tellement plus riche, je trouve, moi, et chaleureux que de vouloir tout. Et puis il y a quelque chose de très austère quelque part dans justement ces lois de la compétition et tout, mais qui nous arrangent parce que encore une fois, elles sont le reflet d'une réalité qui a pu être la réalité industrielle, la réalité de nos systèmes, mais en aucun cas la réalité de la nature si on prend le temps de l'observer. Très bien, on va passer à une première question ou une première réaction qui vient de votre part. Je crois même qu'il y a un micro qui va pouvoir tourner. Qui est la première personne qui brise la glace? Oui, trop bien. Est-ce qu'on a un micro pour monsieur? Ouais, mais je vais parler fort. Ouais, aussi, sinon. Super. Ouais, alors on vous écoute. C'est juste par rapport à la petite discussion par rapport à Darwin, qui est une discussion que j'entends beaucoup ces temps. Merci. Et oui, ça marche. Ouais. Et en fait, ça m'a fait penser à un slogan que j'ai entendu, que j'ai lu il y a pas mal d'années en arrière, et qui pour moi représente un des piliers philosophiques de notre société maintenant.
c'est l'homme est la mesure de toute chose. Et je pense que, plus que la théorie de l'évolution, le problème fondamental de notre époque, c'est plutôt cette posture de domination, on va dire, divine de l'homme, parce qu'il se prend pour la mesure de toute chose. Voilà. Ça, je sais que ça vous fait réagir, Ernst, parce qu'on en a parlé brièvement juste avant de commencer. Parce que vous avez cité divine, et c'est intéressant, parce qu'on peut aussi se demander si ça vient en partie de la religion. C'était le débat d'une autre table ronde ici que j'ai faite avec Dominique Bourg, qui voyait effectivement cette idée de la domination de la nature par l'homme, une idée qui pouvait aussi venir de la religion. Oui, c'est cette idée qu'il y a quelque part un principe qui nous régit et qui est déconnecté de la nature. En fait, lorsqu'on pense la nature, on entre en communication avec la pensée qui est dans la nature. C'est pour ça qu'on peut comprendre les choses. Il y a de la pensée dans chaque plante. Elle a été construite, elle a une structure, elle a un être très différent lorsqu'elle est adulte par rapport à la graine. Et là, on peut comprendre par notre activité de pensée comment la pensée universelle, pourrait-on dire, a mis tout ça en place. Et il faut me rappeler la question maintenant. La domination de la nature par l'homme. Est-ce que c'est pas ça où oui. Et la domination de la nature par l'homme, c'est tellement de choses dans ce sujet, dans cette question. Je reprécise et je vous pose la question parce que ça m'a fait tout drôle l'histoire de la musique classique. Elle est très belle, la nature sensible, etc. Mais l'idée qu'on diffuse de la musique classique composée par des hommes, que nous on apprécie, la musique qu'on apprécie, l'idée qu'on diffuse notre musique aux arbres pour voir ce que ça lui fait, plutôt que par exemple diffuser des chants d'oiseaux, ça c'est aussi quand même assez symptomatique de ce contrôle de l'homme et la nature. Absolument. Donc là, ce qu'ont fait ces cultivateurs d'agrumes en Floride, il avait donc, bon, l'histoire vous la découvrez, mais il était très mal à l'aise avec ces plantations en bio qui étaient entourées de plantations conventionnelles. Il y avait un printemps silencieux chaque année, même chez lui. Et il était très mal à l'aise avec ça parce qu'il sentait que ces arbres pourraient mieux aller. Mais c'était le silence. Et il a eu une intuition, mais il n'a pas mis que de la musique. Il a fait une sorte d'enregistrement, un mélange de musique et de chants d'oiseaux. Et il a installé des haut-parleurs. Et dans ces cultures bio entourées de conventionnels, où il a fait jouer ces chants d'oiseaux, mais très très fort. Et il a vu ces cultures booster de manière incroyable. Même la teneur en vitamine C de ces oranges avait augmenté. Les oranges avaient augmenté de dimension. Il y avait des fruits jusqu'au centre des arbres, tellement ces arbres avaient été... Et ensuite, les oiseaux ont été attirés dans ces parcelles, venant de loin. Et maintenant, la question de domination, là, c'est comprendre que c'est du vibratoire, les champs, pour que ça aille mieux, là, c'est aussi de l'humain, mais là, on arrive au cœur de cette question. La nature qu'on a autour de nous, elle est dans cet état actuel grâce à la coévolution entre la faune et la flore. Mais ce qu'on oublie et ce qu'on est en train de comprendre, c'est la primauté du vivant. C'est que nous aussi, nous sommes de la faune pour la nature. Et nous devons répondre à la question, mais qu'est-ce que la nature attend de nous? Est-ce que c'est des tronçonneuses ou bien plutôt des champs? Et quel est ce nouveau rapport qu'il va falloir développer? Et ça ne signifie pas revenir en arrière, mais c'est faire beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant. Et il y a une belle histoire à raconter là-dessus, qui est tout à fait ailleurs qu'une question de domination, qui a à voir un peu avec le divin. Et là, c'est à chacun un peu de mettre les mots là-dessus, dans cette catégorie-là. C'est des gens en Afrique qui resacralisent des lieux qui étaient sacrés autrefois. Et ça, c'est très intéressant, l'observation de ce qui se passe lorsqu'on fait ça, parce que le mot sacralisé, on peut employer d'autres mots, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils réattribuent à certaines régions, à certaines zones forestières, un caractère de sacralité ou d'intangibilité, de respect absolu.
Et l'observation qui est fabuleuse, c'est que dans ces endroits-là, ça fait l'effet orange avec la musique, c'est boosté de biodiversité, les animaux reviennent, les insectes, etc. Parce qu'ici, l'homme revient aussi, ce n'est pas des forêts mises sous cloche ou ces réservoirs, c'est des forêts sacrées pour les humains. Les hommes y viennent, mais pour un autre rapport à la nature que la domination et l'exploitation des ressources. Il y vient pour chercher ce que la nature a de plus précieux, la beauté, l'harmonie. Et le retour, c'est que la nature a l'air de sentir que l'homme est là autrement. C'est l'homme du futur. Joli. Moi, rapidement, ouais, j'attrape vite l'agrume au vol. Sur l'idée du passé. Alors je précise là aussi, parce que notre vision très linéaire du temps, peut-être, peut nous amener à méprendre quelque chose qui serait que, sous prétexte qu'on referait des gestes ancestraux, on retournerait dans le passé. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir du tout, en fait. Encore une fois, si on coupe la tête à l'idée de l'évolution comme un progrès, comme une vision linéaire, alors on peut observer ça différemment et dire qu'en fait c'est un bal et des choses peuvent se réactiver, être à nouveau pertinentes. C'est un petit peu comme s'empêcher, en fait, penser que c'est un retour en arrière et donc s'empêcher de faire des choses qui ont marché pendant des centaines, voire des millions d'années, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années pour les humains. C'est un peu comme si les mammifères face à l'océan, enfin les ancêtres des baleines et des dauphins, qui se disaient ah bah non, on peut pas retourner à l'océan, on en est sorti, ça va pas la tête. c'est aussi incongru que ça. Il faut réfléchir autrement, c'est-à-dire que si nous réapproprions des gestes du passé, on le fera différemment, comme tu dis. Ce sera toujours du futur, mais on aura réinvesti autre chose, on aura réattrapé des poésies perdues. Donc voilà, faut pas avoir peur, je crois. Et surtout pas écouter ceux qui disent oui, mais c'est du passéisme, on peut pas vivre comme au temps de l'âge des cavernes, blablabla. Non, au contraire, on peut s'inspirer de là d'où on vient. C'est permis, c'est même souhaité et souhaitable. Joli. Une question, une remarque, oui. Oui, alors moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Tschurcher, et ça me fait penser au mot environnement. Parce que quand on parle d'environnement, on pense tout de suite à quelque chose de distinct de l'homme. Et je trouve que c'est un mot très mal choisi, parce que nous faisons partie de l'environnement. Donc, il faudrait choisir un autre mot. Il y a l'espagnol, juste pour dire qu'il y a, je trouve, un bien plus joli mot, qui en est deux, medio ambiente, le milieu ambiant. Mais qui déjà, je trouve, nous rapproche, je crois. En tout cas, il me semble, c'est plus chaleureux. Mais c'est vrai qu'effectivement, nous réinvestir, et Ernst l'a dit, nous sommes la nature, on en fait partie, quoi. C'est cette scission de vouloir toujours mettre la nature loin de nous et nous n'en faisons pas partie, à mon avis, est problématique pour interpréter et comprendre ce qui se passe. Il y a aussi un terme qui est donc devenu le titre du livre de Dominique Bourg et Sophie Swatton, c'est primauté du vivant. Et là, on est d'accord avec ce dont il s'agit, c'est le vivant hors de nous, en nous. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque vous prenez les petits-enfants, avant qu'ils marchent. C'est un peu compliqué chez nous, dans notre monde pollué, mais autrefois, pendant ces centaines de milliers d'années, les enfants marchaient par terre. Et maintenant, ils continuent à tout se mettre à la bouche. C'est pour s'inoculer le vivant externe et pour avoir le microbiote de l'environnement, mais excusez-moi si j'emploie maintenant encore une fois ce mot, le microbiote de leur milieu. Et c'est comme ça qu'ils pourront assimiler ce qui vient du milieu. Et donc vous avez le monde qui est en continuum à travers notre estomac. Et ce qui est intéressant, c'est que ce microbiote qui vient de l'humus, il contient certaines bactéries, certains champignons. Il y a par exemple, alors maintenant je vais être très sérieux, le Mycobacterium vaccae, qu'on a découvert tout d'abord dans la bouse de vache, mais il existe un peu partout, même dans la terre de jardin, etc. C'est une bactérie qui rend intelligent. On a fait des tests de laboratoire avec des rats et ils résolvaient leur labyrinthe, leur problème de labyrinthe beaucoup plus vite en ayant un complément alimentaire avec cette bactérie. Donnez-nous ça. Oui, alors, c'est très simple. Je vous de la bouse de vache avant les examens. Vous en avez. Chaque poignée de terre forestière ou naturelle du jardin que vous humez, c'est pour ça que cette terre est tellement bonne. C'est parce que ça sent la joie, ça sent l'intelligence.
Joli. Oui, encore rapidement. Je peux me permettre de rebondir sur ce que vous avez dit aussi avant, en voyant, vous avez dit que vous voyez la science comme quelque chose de sérieux, rationnel, etc. Mais moi, je trouve que quand on connaît la science, quand on connaît les bactéries comme vous les avez décrites, on peut s'émerveiller, mais à un autre niveau. Donc, on peut voir la science comme quelque chose, un objet d'émerveillement aussi. Oui, c'est la science que j'ai essayé de faire et que j'essaye de faire encore. Et là, on se rejoint. J'ai été beaucoup inspiré par mon grand-père, qui a fait partie de ces milliers d'années d'agriculture traditionnelle, équilibrée, une belle agriculture. Il n'y avait pas de burn-out dans cette agriculture-là, avec le cheval, etc., où on bénissait la moisson avant de l'amener dans la grange. Ce rapport la gratitude, simplement. Eh bien, ces grands-pères travaillaient en tenant compte des phases lunaires de la Lune, pas seulement du Soleil, donc la saison, naturellement, le Soleil, mais aussi la Lune, en plus des saisons, pour faire certaines choses, même pour amener le fumier dans les champs. C'est paradoxal, mais aujourd'hui, la science a permis de comprendre qu'il avait tout à fait raison. Parce qu'on a découvert que le ver de terre, dont Darwin a été l'initiateur de la recherche, mais déjà Aristote travaillait sur ce ver de terre. Le ver de terre a des cyclicités, a des cycles d'activité. Et même les pluies, normalement, ont aussi une cyclicité lunaire. Donc le ver de terre monte, absorber la matière organique pour la descendre en profondeur, travaille en bas et il remonte. Et tous ces cycles, c'est des cycles lunaires aussi, globalement. Et le grand-père savait, disons, les anciens savaient que maintenant, il faut y aller avec le fumier. Ça va être absorbé par la terre, par les vers de terre. Mais si tu y vas maintenant, 2 jours plus tard, tu oublies, parce que ça va être lessivé par la pluie, ça ne va pas être absorbé par la terre. C'est ça, cette perception de la nature dans ses cycles, dans son fonctionnement. Et ça m'a inspiré, parce que l'un de mes axes de recherche a été l'influence ou la relation lunaire, les cycles lunaires dans le fonctionnement, la physiologie, la germination, même les propriétés du bois. Et tout a été validé grâce à la science, grâce aux statistiques. Donc là, c'est juste, merci de rappeler ça, c'est que les sciences peuvent devenir belles lorsqu'elles ont des belles questions à résoudre. Une autre question ou une autre remarque? Une blague, du coup? Qui a une blague à raconter? Non, une question pour Kim ou pour Ernst? Soit on les a effrayés, soit on a trop bien travaillé, je sais pas. Moi, j'ai encore une question sur le titre, l'endroit du monde. J'ai vu que vous veniez de Moudon, Kim, c'est juste? Oui, c'est juste. Oui. Et Moudon, c'est un endroit qui est... Attention à ce que vous allez dire à partir de là. Qui est magnifique, qui est voilà, très bien habité. Voilà, c'est ça. Mais souvent, si on parle de Moudon, on va dire « Ah oui, c'est un peu loin ». Ah ouais, d'accord, ouais. Comme on dirait du Yukon, oui, mais c'est loin. Ouais. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est loin, c'est proche de la nature. C'est ça, Moudon, c'est un lieu qui est proche de la nature. Le Yukon est hyper proche de la nature. Mais en fait, c'est un peu loin de la ville. Et on est quand même resté un peu... Et c'était la perception que j'avais envie d'entendre de votre part. Est-ce que pour vous, quand vous êtes au milieu du Yukon, vous vous dites « Mon Dieu, je suis vraiment loin, je suis à l'autre bout du monde, je suis loin de chez moi, etc. » Ou est-ce que vous avez cette sensation en étant à Lausanne, à New York, à Paris, voilà. En gros, qu'est-ce qui est devenu le loin pour vous? Parce que pour nous, le Yukon, ça reste le bout du monde. On se sentirait peut-être bien seul et bien loin au Yukon. Peut-être même à Moudon, on se sentirait un peu loin et seul. Vous en êtes tout dans cet état d'esprit c'est où pour vous l'endroit du monde? C'est où l'endroit où il faut être? Bon, mais justement, l'endroit du monde, pour moi, il est... Alors, si vous lisez le livre, j'espère que c'est... Parce que finalement, c'est implicitement glissé dans le bouquin, mais l'endroit, il est partout, mais c'est surtout l'endroit par rapport à l'envers. Et c'est aussi ce jeu de mots qui a cet endroit-là, c'est-à-dire retrouver l'endroit, parce que l'envers du décor... Enfin voilà, c'était un peu un jeu de mots comme ça parce que... Attends, c'est quoi l'envers et c'est quoi l'endroit? Je comprends plus du coup. Justement, moi c'était retrouver l'endroit du monde parce que tout me semblait à l'envers. Parce que là, le monde est là. Okay. Moi j'ai grandi dans un monde qui ne m'envoie que... Enfin le monde des adultes, notre monde de civilisés, qui m'envoie que d'une espèce de schizophrénie constante où un couple par exemple dit à son enfant « Mais maintenant tu as 4 ans, il faut que tu apprennes à dormir seul », mais eux dorment en couple.
C'est étrange quand même, non? Enfin, vous voyez, c'est que ça le monde des adultes pour moi. Oui. Donc je me disais, mais en fait, il y a tellement d'incohérences partout, et personne s'en rend compte apparemment, que moi j'ai cru que c'était une conspiration. J'ai demandé à la maîtresse un jour, mais ils font quoi les adultes pendant qu'ils nous parquent tous à l'école? C'est louche, ils nous disent qu'ils vont bosser, mais en fait, il n'y a aucun gamin qui peut témoigner de ce qu'ils font. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui me garantit qu'ils font pas autre chose en fait? Non, mais vraiment, moi j'en étais là, à ce point-là. C'était affolant d'incohérence en fait. Donc, Et où est-ce que le monde est à l'endroit alors? Ben, je sais pas, un livre 400 pages plus tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, je cherche. Non, mais quelque part, c'est une recherche, on s'entend, je prétends pas l'avoir trouvé, l'endroit du monde. Mais en tout cas, l'observation, mais c'est pour ça que moi, j'ai pas des propos qui sont prescriptifs, mais je me contente humblement d'essayer d'être descriptif. Ce qui m'intéresse, c'est au moins essayer de comprendre ce qui se passe. C'est déjà pas mal. Après, qu'est-ce qu'il faut faire, ça, je sais pas. Mais loin, pas loin, pour revenir à cette première question, moi, je me suis senti éloigné d'une certaine vérité que j'ai essayé de retrouver par le corps, par le lien tangible au monde, par les mains, par un travail très concret de se coucher nu sur la terre, d'éprouver en fait la vie, le vivant, vraiment au plus proche du corps, et aussi éloigné d'une histoire, d'une mémoire. Le monde est mémoire, mais que nous reste-t-il de notre mémoire commune à l'humanité en fait? Et j'essaye, alors ça me paraissait loin, et j'ai 40 ans l'année prochaine, et je crois m'en être rapproché un tout petit peu. Voilà. Joli. Ernst, vous vouliez réagir à ça? Oui, et après, on prendra encore une question. Je vous avertis, trouvez-nous quelque chose. Vas-y. Quelque chose de fabuleusement important qu'a découvert le grand psychologue suisse du lac de Constance, Carl Gustav Jung, qui a vraiment développé beaucoup de nouveaux concepts qui vont très loin. Et l'une de ses découvertes, c'est qu'il existe un inconscient collectif. Et qu'est-ce que l'inconscient collectif, d'après sa découverte? C'est que chacun d'entre nous a en mémoire, mais c'est latent, c'est inconscient, en mémoire présente toutes les générations humaines qui ont précédé. Ces centaines de milliers d'années, on les a tous en mémoire quelque part. Il suffit de les réveiller, de les réactiver. Et lorsqu'on taille un silex, c'est ce qu'on fait. Lorsqu'on fait un petit feu de bois, c'est ce qu'on fait. Lorsqu'on touche un arbre, lorsqu'on regarde un arbre, on fait quelque chose qu'on a fait pendant des centaines de milliers d'années. On l'a juste un peu oublié. Et là, une fois qu'on réactive ça, on se sent bien partout, finalement. On est toujours au bon endroit du monde. Une dernière question ou une dernière remarque? Oui, monsieur. On va vous amener un micro, je pense. Non, petite question, c'est est-ce qu'on peut être au bon endroit dans le monde en ville? Ah oui. Et est-ce qu'on peut être dans le bon endroit dans le monde en étant en ville? Et je repréciserai la question, est-ce que aimer la nature, c'est détester la ville? Alors, pour moi, la réponse, clairement, est... Alors, à cette deuxième question, non. Et à la première, parce que c'est comme la question. Et à la première, oui. Selon moi. Alors, moi, je parle juste de ma perspective, et je me réjouis de voir ce que Ernst va dire. Moi, si une chose que les forêts primaires du nord du Canada m'ont apprise, c'est que, en fait, la nature, c'est partout. Mais une ville, c'est aussi de la nature, en fait. Après, que les équilibres soient présents et harmonieux ou pas, c'est une autre question. Je pense qu'on confond les deux. La nature, elle est partout. On ne peut pas sortir de la nature tellement, en fait. Donc, dans ce sens-là, une ville, potentiellement, est un terrain de jeu incroyable. Et un petit livre que j'espère écrire bientôt, dont le titre est pas mal, je crois. Je me tiens à ça pour l'instant parce qu'il n'y a rien dedans. Voilà. Mais c'est une hypothèse. Ça fait vendre un bon titre. Voilà. Après, c'est pas grave Voilà. si dedans. Ouais. La conspiration du moineau, ça s'appelle. Voilà. Bon. Parce qu'en fait, le moineau est un commensal. C'est pas un mot qu'on connaît beaucoup, mais en fait, il y a plein d'animaux dans la nature, telle qu'on l'image, et dans la ville, qui sont des animaux qui ne sont pas des parasites. Ils utilisent les surplus, on va dire, qu'un plus grand organisme génère. Et ces surplus ou ces pertes, le grand organisme en question ne peut pas tellement les réutiliser. Donc il ne perçoit pas le plus petit animal comme un concurrent, comme un parasite. Il ne cherche pas à s'en défaire. C'est par exemple dans le sillon des requins-baleines, les petits poissons
qui suivent, parce qu'en fait, ils utilisent la masse, l'inertie du grand pour se déplacer à un moindre coût énergétique. Le moineau est un commensal dans nos villes. Il grappille un peu tout. Bon, alors des fois, il vole une frite qu'on a dans la main, mais c'est exceptionnel. Sinon, il passe plutôt inaperçu, en fait. Mais il se débrouille. Donc, en fait, on voit bien que des élans sauvages cohabitent dans un monde qui se veut être humain et organisé. Les renards passent, mais des petites plantes qui poussent dans les interstices des pavés ou des murs sont aussi des élans sauvages. En fait, tout ça est poreux. Et moi, je crois qu'il faut sortir d'une dichotomie aujourd'hui. C'est plus intéressant d'observer, encore une fois, tous les liens possibles et tous les oublis. Et quand on se met à jouer avec ça et se dire, mais comment est-ce que je peux réinvestir mon quotidien de façon sauvage? Puis quand je dis sauvage, ça veut dire de façon indiscipliné, il y a quelque chose du clown, il y a quelque chose il faut oser être un peu infiltré dans nos propres vies, en fait, oser venir gratter un peu ce qui dérange, mais c'est dans toutes ces zones interstitielles, en fait, qu'il y a du vivant, qu'il y a quelque chose qui peut émerger, surgir, en fait. Et je crois vraiment à ce pouvoir-là, donc ne pas voir la ville comme quelque chose d'éteint, mais au contraire comme quelque chose qui demande qu'on revitalise, mais par notre attitude, par notre vision du monde, tout simplement. Et puis encore une fois, rajouter du clown, de la poésie, du rire, de l'autodérision, tout ça. Ernst, je vous donne le mot de la fin. Oui, alors avec les villes, on a des choses magnifiques à faire. Quand je pense au quartier de la Gare, ici, je viens de faire une photo avec les arbres qui sont là comme compensation écologique d'une ville qui est verte. Des arbres en pot, les pauvres. Par rapport à ce géant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? S'inspirer de l'arbre, la forêt. La forêt reçoit les précipitations. Ici, c'est 1 mètre par année. Donc, 1 mètre carré de forêt reçoit 1 mètre cube de pluie, d'eau. Donc, 1 mètre carré de toit reçoit 1 mètre cube d'eau. Donc, un toit de 100 mètres carrés reçoit 100 mètres cubes d'eau. Et la forêt, on fait de la croissance, mais on fait aussi de l'eau filtrée qui va alimenter les rivières, la nappe phréatique, etc. On a tout ce qu'il faut pour faire des merveilles. On a ces bâtiments qui, en plus de capter l'énergie, l'électricité, captent de l'eau. Et cette eau, on ne va plus la laisser perdre. On va la stocker dans les sous-sols parce que les sous-sols sont en train de se libérer. Les voitures sont en train de quitter un peu les centres des villes. C'est des parkings souterrains, mais même dans les bâtiments, il y a quand même des pièces disponibles. On a trop de choses dans les caves. Mettons plutôt de l'eau que des vieilleries. Et tous ces mètres cubes qui sont capturés par le toit, on les stocke en souterrain parce qu'il faut toujours garder l'eau à l'abri de la lumière. On a toujours fait comme ça. Les sources, on capte, disons la captation de la source est à l'abri de la lumière et le dernier débit se fait à l'air libre. On capture cette eau, on capte cette eau de chaque année, c'est des quantités de mètres cubes. Et là, on va commencer à faire des choses sérieuses. On va commencer à végétaliser les parois, inspirer les arbres. Les arbres, ils n'ont pas seulement des feuilles du côté sud, ils ont des feuilles du côté est, du côté ouest et du côté nord. Alors que le soleil ne tape jamais du côté nord, il est toujours à 45 degrés au maximum. Et là, on a cette inspiration de l'arbre qui capte son eau qui est disponible. On va faire ça la même chose. Et on va s'inspirer de l'arbre aussi pour avoir de la végétation tout autour, rendre les façades végétalisables. C'est un mandat aux architectes. Vous me faites un concept de façade végétalisable lorsque vous construisez. Et les rénovations et les solutions du problème climatique des îlots de chaleur, aujourd'hui, c'est de travailler sur le bâti existant. Il faut travailler avec les problèmes Et ces problèmes deviennent des solutions fabuleuses. Ces façades du quartier de la Gare, vous me les végétalisez, mais rapidement. On va capturer cette eau et libérer ces arbres. Et la végétalisation, ça ne se fait pas avec des arbres. Il y a un végétal fabuleux, d'une richesse incroyable. Ça s'appelle la liane. Je viens d'acheter un livre sur les lianes. C'est incroyable. Donc, pour faire simple, on va mettre du kiwi sur la façade ouest, on va mettre de la vigne sur la façade sud, on va mettre de la vigne sauvage sur la façade nord et on va mettre du houblon sur la façade ouest, pour ceux qui aiment bien la bière. Et ces bâtiments, ils sont complètement verts, on laisse juste les ouvertures des fenêtres. Et qu'est-ce qui va porter ces structures végétales qui poussent très rapidement? Les lianes sont d'une croissance incroyable, alimentées par cette eau. C'est pas du métal, c'est pas des structures rigides, c'est à une certaine distance de la façade, il ne faut pas que ça impacte la façade. Et l'idée, c'est de faire ça en chanvre. Le chanvre, c'est le végétal le plus durable, le plus résistant. L'industrie navale,
La Canebière de Marseille, c'est là où on faisait les cordes et les voiles et les cordages en chanvre pour résister aux eaux salées. Alors, s'il y a plus résistant que ça, vous me le dites. Donc, on va porter nos structures végétales, notre végétalisation avec du chanvre. C'est une belle mission pour l'agriculture de fournir du chanvre plutôt que du maïs pour les animaux élevés en élevage industriel. Joli. Jonas, je suis désolé, Très je vous rapidement, mais oui. très rapidement, parce que juste pour lier ça poétiquement avec... on a eu des Indiens Kogi qui viennent du nord de la Colombie qui, en 2018, sont venus faire un diagnostic de la Drôme. Je vous en parle volontiers après, si ça intéresse des gens. Pourquoi des Indiens Kogi viennent... Eux vivent vraiment très proche de leur vie traditionnelle. Ils n'ont pas beaucoup... ils ont heureusement pu maintenir leur vie traditionnelle. Et on avait donc des gens qui n'avaient jamais voyagé, qui étaient là. Et il y avait une femme qui n'a presque pas parlé pendant une semaine qu'on se baladait dans la Drôme. Les hommes avaient beaucoup de choses à dire, les hommes Kogi. Puis elle tissait sa mochila, qui est un sac. Et puis... ça interpellait quand même qu'elle ne dise rien. Et puis toute la question sur qu'est-ce qu'il faut faire en écologie pour... Enfin bref, il y avait des débats incessants. Et à la fin, elle a dit une chose, à la fin de tout ça, après que les hommes aient parlé jusqu'à plus pouvoir, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire selon elle, elle a eu cette réponse, elle a dit, mais si vous faites en sorte qu'on puisse boire l'eau de vos rivières jusqu'à l'embouchure, ça devrait être pas mal. Puis, je vous laisse méditer là-dessus. Merci beaucoup. Vous dédicacez encore, on peut vous retrouver à vos stands ou pas? Oui, très bien. Donc je vous invite à, si vous voulez prolonger la discussion, aller prendre leur livre, allez, et on les applaudit. Merci beaucoup, bonne soirée, merci.